Il y a des moments dans la vie d'une femme où la chose la plus saine qu'elle puisse faire n'est pas de parler, mais de se taire. Le paradoxe, c'est qu'on entend plus clairement dans le silence, non pas parce que l'autre parle plus fort, ce n'est pas le cas, mais parce que ton retrait crée un espace où la vérité peut apparaître. Et la chose la plus brutale que je puisse te dire honnêtement est la suivante. Lorsque tu cesses de contacter un homme, tu ne le perds pas, tu le laisses se perdre lui-même. Beaucoup de femmes m'ont confié lors de consultations. J'ai l'impression que si je n'écris pas, tout meurt. Et elles ont raison. Souvent, elles ne s'accrochent pas à une relation, mais à une inertie émotionnelle nourrie par la peur, l'habitude ou le besoin d'affection. Elles font une pause, s'arrêtent, et ce qui devait être un simple répit de 2 jours se transforme en un miroir qui leur renvoie la question la plus inconfortable. Et si je n'écrivais plus jamais? Ce n'est ni une tactique, ni un jeu de pouvoir. C'est un acte de dignité émotionnelle et en même temps un risque, car ce silence, né d'une tentative de sauvetage de soi, peut confirmer ce que tu redoutes le plus, qu'il ne revienne pas, qu'il ne te cherche pas, qu'il ne remarque même pas ton absence. C'est là que commence un paradoxe cruel. L'homme qui répondait auparavant à moitié ne répond plus du tout. Celui qui paraissait déjà distant disparaît simplement. Et cette douleur de l'indifférence pèse plus lourd qu'un adieu franc, car il n'y a pas de rupture, pas de mots durs, pas de discussion pour clore le chapitre. Il ne reste qu'une page blanche. Et toi, qui attends que quelqu'un la remplisse. Pourtant, dans ce vide réside aussi une révélation, car le silence a une manière étrange de mettre au jour ce qui était caché. Un homme ne demeure pas par hasard dans le vide. Sa réaction à ton silence en dit plus sur lui que n'importe quelle conversation. Et toi, en résistant à la tentation de rompre la première ce silence, tu deviens témoin d'une vérité qui n'a besoin d'aucun ornement. L'essentiel n'est pas de savoir comment il réagit, mais ce que tu découvres en attendant. Peur, colère, espoir, tout se mêle en un tourbillon qui met à l'épreuve ta force émotionnelle. Mais c'est aussi une opportunité, une porte vers une compréhension plus sincère de ce que tu as réellement vécu. Il est étrange de constater qu'il ne remarque pas ton absence au début, comme toi tu remarques la sienne. Non pas parce que tu lui es indifférente, mais parce que le cerveau masculin, surtout lorsque la relation a été principalement portée par toi, est conditionné à considérer le lien comme acquis. Il ne le vérifie pas chaque jour, ne l'analyse pas, il le tient pour évident, comme on s'habitue à ce que la lumière s'allume en appuyant sur l'interrupteur, sans penser à l'électricité derrière. Pour beaucoup de femmes, le fait de ne pas écrire déclenche immédiatement de l'angoisse. Le téléphone paraît plus lourd, chaque notification vide ressemble à une petite trahison, car elles ont été socialement, émotionnellement et culturellement éduquées à entretenir les liens, à maintenir la relation, même si cela fait mal. Cesser d'écrire ne signifie donc pas seulement couper le contact, cela signifie remettre en question une identité. Qui suis-je si je ne cherche pas? Pendant ce temps, lui a besoin de temps, parfois d'heures, parfois de jours. Son attention se déplace par compartiments. Travail, amis, routine, loisirs. Toi, qui étais auparavant sa constante émotionnelle, tu es maintenant un silence. Et l'être humain, si rationnel qu'il soit, est dépendant de la répétition. Lorsque le schéma change, son esprit ressent un malaise, une dissonance subtile, comme une démangeaison sans origine identifiable. Alors il commence à chercher des signes. Pas encore d'amour. Les premiers élans sont de simples vérifications. L'impulsion de savoir si tu es toujours là. Pas un acte héroïque, pas une déclaration passionnée, mais des gestes minimes. Un message banal comme ⁇ Tout va bien ?⁇ ou ⁇ J'ai vu ça et j'ai pensé à toi ⁇ Une story sur les réseaux sociaux qui semble être destinée, sans confirmation, une chanson partagée sans commentaire, un coup timide à la porte, sans réelle intention d'entrer. Et c'est là que beaucoup de femmes rechutent, car ces petits gestes font naître l'espoir. Peut-être l'a-t-il remarqué, peut-être que je lui manque. Mais ce qui le pousse n'est pas la nostalgie. C'est l'habitude, c'est l'ego, c'est un test. Il ne veut pas totalement te perdre, mais il ne sait pas non plus s'il veut vraiment te gagner. Il veut seulement savoir si la porte est encore entr'ouverte. Et toi, tu dois te demander, suis-je prête à n'être qu'un test ou est-ce que j'attends d'être choisi clairement? Le cerveau humain, à l'état brut, ne distingue pas l'affection véritable de la simple validation. Mais ce qu'il reconnaît parfaitement, c'est l'absence.
Quand quelque chose qui a toujours été disponible disparaît soudainement, le système nerveux l'interprète comme une menace. Non pas parce que l'amour s'est éteint, mais parce que la prévisibilité est rompue. Et l'esprit, si rationnel soit-il, déteste l'incertitude. Dans les relations où la femme a porté la plupart des gestes, les appels, les messages, les petites attentions constantes, l'homme s'est habitué à recevoir. Pas toujours par malveillance ou calcul, mais parce que les rôles émotionnels sont souvent assumés sans être nommés. Il s'installe, elle insiste, il réagit, elle maintient, et un jour elle cesse. Cette coupure, silencieuse mais puissante, résonne, non pas comme un tonnerre qui secoue la conscience, mais comme un écho sourd qui déroute. Que s'est-il passé? Va-t-elle bien? Ai-je fait quelque chose de mal? Des questions qui ne naissent pas d'un amour profond, mais de la perte du miroir. Car souvent nous aimons moins la personne elle-même que ce qu'elle nous renvoie de nous. Et si tu étais son miroir de validation, ton silence le laisse seul face à lui-même. C'est là que commence l'une des réactions les plus fréquentes, mais les moins comprises. L'homme réapparaît, non pas avec un véritable dévouement, mais par de petites allusions. Car sa motivation n'est pas la connexion avec toi, mais la connexion avec le sentiment d'être désiré. Et cela, même si cela peut paraître romantique de l'extérieur, n'est pas un acte d'amour, mais une quête de soulagement narcissique. Je veux savoir si je t'ai encore, non pas parce que je t'aime, mais parce que je ne supporte pas que tu aies cessé de m'aimer. Le problème, c'est que beaucoup de femmes interprètent que ce mouvement comme un changement. Elles croient que ce geste minimal est un signe renouvelé d'intérêt, que ce timide bonjour est le début d'une reconquête. Mais ce n'est pas le cas. C'est un contrôle, une vérification, comme quelqu'un qui passe devant une vieille maison où il a vécu autrefois, uniquement pour voir si la lumière brille encore à la fenêtre. Il n'a pas l'intention d'y entrer, il veut seulement vérifier s'il serait encore le bienvenu. Et toi, qui as déjà connu des déceptions, tu peux reconnaître la différence. L'énergie avec laquelle quelqu'un frappe à ta porte en dit plus que ses mots. Il y a des visites qui veulent rester, et il y a des coups frappés qui ne font que rappeler qu'ils ont un jour existé. Il arrive un moment où il n'y a plus de place pour des tentatives hésitantes. Le silence maintenu possède une qualité irrévocable. Il oblige l'autre à prendre position. Et c'est là qu'il se passe quelque chose de révélateur. Lorsque l'homme ne peut plus compter sur ton initiative, sur tes messages quotidiens, sur ta disponibilité émotionnelle, il se retrouve au seuil d'une décision. Certains franchissent cette limite avec détermination, d'autres se retournent simplement. Mais aucun ne peut rester éternellement sur le pas de la porte. S'il ne ressent pas de véritable lien avec toi, si tu n'étais là que pour combler un vide fonctionnel, compagnie, distraction, attention qui le tenait éloigné de son propre manque intérieur, alors il commence à disparaître. Sans conflit, sans explication, sans adieu. Il s'efface comme quelqu'un qui part avant qu'on ne lui demande de rester. Et aussi douloureux que cela soit, en vérité, cela t'épargne un fardeau plus lourd encore. Continuer à investir en quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de bâtir quelque chose de durable avec toi. Ce que nous interprétons souvent comme de la froideur n'est rien d'autre qu'une fuite émotionnelle. Pas de mots durs, pas de reproches, pas de scène finale, mais même ce silence parle. Il dit « Je ne suis pas prêt à me battre ». Et tu mérites d'entendre cette phrase, même si elle se présente sous la forme d'une absence. Il existe toutefois, plus rarement, d'autres hommes dont la réaction au silence est différente. Ils ne se retirent pas, mais commencent à réfléchir. Pas immédiatement, car la conscience émotionnelle ne se manifeste presque jamais au premier essai. Mais avec le temps, lorsque le stimulus disparaît, lorsque le téléphone reste muet, quelque chose commence à faire mal. Et cette douleur, si elle est authentique, ne se transforme pas en reproche ni en manipulation, mais en recherche. La différence est claire, il n'y a plus de messages ambigus, plus de mèmes sans contexte. Surgissent et séquentent des paroles complètes, des intentions claires, des gestes concrets. Car lorsqu'un homme comprend réellement qu'il a été absent, il n'essaie pas de te convaincre du contraire. Il ne cherche pas à effacer ton silence, il le reconnaît. Et dans cette reconnaissance réside une maturité qui ne naît que lorsque l'ego ne dirige plus la conversation. Ce n'est pas le silence qui l'a puni, c'est qu'il l'a confronté à lui-même. Il lui a retiré la protection de l'habitude et l'a forcé à regarder directement ce qu'il était sur le point de perdre. Et s'il te valorise réellement, il fait plus que te rechercher. Il se montre,
avec des mots, avec des actes, avec de la vulnérabilité. Quand un homme disparaît après ton silence, le plus douloureux n'est pas son absence, mais la confirmation muette que tu étais la seule à être vraiment présente. Car regretter ce qui a été, c'est une chose. Découvrir qu'il n'y avait en réalité jamais rien de solide à retenir, c'en est une autre. Rien qu'une suite de gestes unilatéraux que tu offrais, dans l'espoir qu'un jour il se tourne aussi vers toi. Mais il ne l'a pas fait, et il ne le fait pas non plus maintenant. Non pas parce que tu aurais peu de valeur, non pas parce que tu lui serais indifférente en tant que personne, mais parce qu'il existe des hommes émotionnellement indisponibles, même pour eux-mêmes. Leur idée du lien est fonctionnelle, non affective. Ils se sentent à l'aise tant qu'ils reçoivent, tant qu'on ne leur demande pas de profondeur. Mais lorsque l'équilibre se rétablit, lorsque l'on exige davantage que des présences sporadiques, leur réponse est le plus froid des silences, le silence de celui qui ne revient pas. Et voici la pensée la plus cruelle, celle qui ronge de l'intérieur. Si je n'avais pas cessé d'écrire, il serait encore là. Et oui, peut-être qu'il le serait. Mais à quel prix? Au prix de ta dignité émotionnelle, de tes efforts constants, de tes tentatives désespérées pour être remarqué. Alors tu ne serais pas dans une relation, mais dans une mise en scène unilatérale de l'amour. Accepter que quelqu'un ne veuille pas rester est l'un des actes les plus intimes de l'amour de soi, parce que cela signifie renoncer à une illusion qui t'apportait du réconfort, mais pas de vérité. Cela signifie te regarder dans le miroir sans justifier l'injustice, sans chercher de raison extérieure, sans te répéter « peut-être que ce n'était pas le bon moment » ou « peut-être aurais-je dû agir autrement ». Non, parfois l'autre n'a simplement pas la capacité émotionnelle d'aimer comme tu le mérites, et ce n'est pas ta faute. Dans ces cas, le silence agit comme un agent clarifiant. Il ne crée pas la distance, il montre qu'elle existait déjà. Et en n'intervenant pas, en résistant à la tentation de sauver ce qui se dissout, tu permets à cette révélation de te libérer. Car même la douleur de perdre quelque chose de réel est plus légère à porter que la confusion de s'accrocher à quelque chose qui n'existait que dans ton désir. Et si jamais tu te demandes « Pourquoi n'est-il pas revenu ? Pourquoi n'a-t-il pas lutté ?» Rappelle-toi, celui qui ne vient pas vers toi lorsque tu ne l'appelles pas n'a jamais réellement pensé à rester. Il existe des hommes qui ressentent en ton silence comme une véritable perte. Et ils ne se contentent pas de gestes à moitié faits. Ils n'envoient pas de n'entent pas de phrases équivoques, pas de messages cachés dans des stories, pas de réactions rapides pour apaiser leur malaise. Ils reconnaissent simplement qu'ils ont été absents. Et ils agissent sans détour, sans protection, sans attendre que tu leur donnes un signal. Il ne s'agit pas de romantisme tardif ou de stratégie désespérée, mais d'un aveu sincère, souvent douloureux, qu'ils ont laissé passer quelque chose de précieux. Non pas parce que tu es parti, mais parce qu'ils n'étaient pas vraiment là quand tu l'étais encore. Et lorsque cette prise de conscience surgit, le silence, qui auparavant semblait une menace, devient une chance de guérison. La différence est palpable. Il n'essaie pas de te convaincre avec de belles paroles, ni avec des explications qui sonnent bien, mais ne signifient rien. Il se présente avec des actes concrets, avec un message qui ne cherche pas de sympathie, mais exprime une responsabilité. Je sais que j'étais loin, je ne veux pas te perdre. Avec des appels qui ne couvrent pas le silence, mais le respectent. Nous pouvons parler quand tu veux, mais je dois te dire ce que je ressens. Avec des propositions qui ne sont pas des promesses vagues, mais des décisions claires. Je veux que nous nous voyions et que nous parlions vraiment. Ce type de réaction est rare, car il suppose une maturité émotionnelle que tout le monde n'a pas développée. Elle ne naît pas d'un ego blessé, mais de la conscience de ce qui est en jeu. Elle ne cherche pas une validation rapide, elle comprend que ton retrait avait une raison. S'approcher de toi à nouveau ne signifie pas tout effacer, mais reconstruire à partir d'un autre endroit. Mais même ici, même face à des gestes authentiques, tu dois rester clair. Car toute expression de regret n'équivaut pas à un engagement durable. Tout élan vers le retour n'implique pas la capacité de rester. Alors demande-toi, avant de répondre, avant de te laisser porter par l'émotion des retrouvailles, ce mouvement vient-il de la peur de me perdre, ou du véritable désir d'être avec moi ? Il y a une grande différence entre quelqu'un qui veut te récupérer et quelqu'un qui veut avancer avec toi. Le premier apaise son angoisse, le second assume la responsabilité d'un lien. Et toi,
qui a déjà assez vécu pour distinguer les gestes vides de la véritable dévotion, tu mérites cette clarté. Non pas parce que tu es exigeante, mais parce que tu as appris, peut-être douloureusement, que l'amour sans engagement émotionnel n'est qu'un jeu de reflets. Il y a une raison pour laquelle le silence, lorsqu'il est authentique, ne manipule pas. Il libère. Pas immédiatement, pas sans douleur, mais il le fait. Car en interrompant le flux constant de validation, d'explication, de soins émotionnels, tu crées quelque chose que la psychologie appelle espace intérieur. Et cet espace n'est pas rempli de distractions, ni d'idées toutes faites, ni de désirs déguisés en certitude. Il se remplit de ce qui est réellement là, quand le bruit s'éteint. Dans une relation, ce silence joue le rôle d'une pièce sombre. Au début, cela inquiète. Tu ne vois rien. Mais avec le temps, l'œil s'habitue, et tu commences à distinguer des formes, des nuances, des vérités que tu ne voulais pas voir auparavant. Lui aussi, de son côté, traverse cette obscurité émotionnelle. Et selon son style d'attachement, sécure, anxieux ou évitant, il réagit très différemment. Un homme évitant, par exemple, peut utiliser ton silence comme excuse pour se justifier. Elle s'est éloignée, donc cela n'avait pas de sens de continuer. Mais cette conclusion n'est pas une véritable prise de conscience. C'est une défense. Car la relation l'expose à une intimité qu'il ne sait pas gérer. Et avant d'être vulnérable, il préfère se retirer. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ne sait pas ressentir en sécurité. Un homme avec un style d'attachement plus sécure en revanche, même s'il était auparavant distrait, peut utiliser ton silence comme une occasion d'introspection. Il ne s'enferme pas dans son ego, il ne cherche pas de coupable. Il se demande honnêtement « Où étais-je pendant qu'elle était encore là ?» Et de cette question naît une nouvelle forme de contact, moins impulsive, plus consciente, plus disposée à guérir, sans que tu aies besoin de le sauver. Et toi, de ton côté, tu passes aussi par ce processus. Car le silence n'est pas seulement une stratégie d'attente, mais un terrain fertile pour ton propre éveil émotionnel. Tandis que l'autre se révèle, tu te révèles aussi. Tu découvres si c'est la personne qui te manque, ou seulement l'habitude. Si ce qui fait mal, c'est l'absence d'amour, ou la fin d'une idéalisation. Et c'est précisément dans cette double clarté, la sienne et la tienne, que la vérité commence à émerger. Pas une vérité confortable, pas immédiate, ni toujours porteuse d'espoir, mais une vérité émotionnellement adulte. Une vérité qu'on ne crie pas, qu'on n'exige pas, mais qu'on se regarde dans les yeux et qu'on comprend en silence. Imagine Sophie, elle voyait Daniel depuis 3 mois, rien de sérieux, du moins en apparence. Pourtant, elle sentait que quelque chose grandissait, pas une passion profonde, mais une forme d'espoir. C'était elle qui écrivait les messages, proposait des plans, faisait attention aux petits détails. Il répondait « oui », mais avec une énergie faible, comme quelqu'un qui est reconnaissant sans s'impliquer, jusqu'au jour où elle décida d'arrêter. Elle n'écrivit plus, ne poussa plus, ne chercha plus. 4 jours passèrent. Daniel envoya un « salut » sec, sans poids. Elle répondit poliment, mais sans reprendre l'ancien rythme. Il n'insista pas. Les conversations refroidirent, se dissipèrent, et un silence naturel remplaça ce qui jusque-là n'avait été maintenu que par son initiative. Il n'y eut ni dispute, ni clôture. Seule resta la constatation. Si elle ne poussait pas, il ne bougeait pas. Ce genre de fin, si douloureux soit-il, a une dureté libératrice, parce qu'il n'y a plus de masque. Daniel n'est pas parti par punition. Il n'avait simplement jamais eu d'intention profonde. Il n'était pas cruel, pas malveillant, seulement disponible pour la superficialité. Et en retirant la pression constante, Sophie put le voir, sans confrontation. Le lien, parce qu'il n'était pas réciproque, se dissout de lui-même. Imagine maintenant Léna, une femme dans une autre phase de vie. Elle était avec Ryan depuis presque 1 an. Il n'était pas indifférent, mais dernièrement distant, trop absorbé par lui-même, à peine présent. Elle se sentait seule, même en sa présence. Alors elle prit une décision, 1 semaine de silence. Pas comme une punition, mais comme une pause pour écouter sa propre douleur sans bruit. Au 3e jour, Ryan commença à la chercher, pas avec des messages vides. Il appela, laissa un message vocal où il disait avoir réfléchi. Il ne sonnait pas désespéré mais sincère. Le 5e jour, il se présenta, non avec des excuses, mais avec des fleurs et des yeux qui ne fuyaient pas. Il dit «
Je sais que je me suis éloigné, je ne l'avais pas vu, mais je suis là. Si tu veux parler, je veux t'écouter. Pas de garantie, pas de promesses éternelles, mais quelque chose paraissait différent, l'intention de réparer. Non par peur de la perdre, mais par la reconnaissance que son absence l'avait confronté à un vide qu'il ne voulait plus ignorer. Ces deux scénarios ne sont ni bons ni mauvais. Il ne s'agit pas de condamner Daniel, ni d'idéaliser Ryan. Il s'agit de montrer ce qui se passe quand le silence fait son travail, car il ne ramène pas toujours l'autre, mais il montre toujours clairement qui est qui dans l'histoire. Accueillir la réponse de l'autre, quelle qu'elle soit, demande une forme silencieuse de courage. Pas l'orgueil ou l'indifférence forcée, mais le courage d'un cœur qui reconnaît sa limite sans perdre sa sensibilité. Car qu'il disparaisse ou qu'il revienne honnêtement, tu dois porter une vérité. Tu n'as aucun contrôle sur ce qu'il ressent, mais tu en as sur ce que tu es prête à porter. Si sa réponse est le silence définitif, alors ta tâche n'est pas d'y voir un jugement sur toi-même. Cela ne reflète pas ta valeur, ni ta capacité à aimer. C'est le reflet de sa propre limite émotionnelle. Il n'est pas revenu, parce qu'il ne voulait pas, ne pouvait pas ou ne savait pas comment. Et dans chacun de ces cas, il ne te reste pas une culpabilité, mais une clôture. Une fin qui ne vient pas toujours avec des mots, mais qui prend forme lorsque tu décides de ne plus insister sur quelque chose qui ne t'a jamais vraiment été offert. C'est difficile, bien sûr, car lorsqu'il n'y a pas d'adieu, l'esprit invente des scénarios pour trouver une logique là où il n'y a que du vide. Mais l'amour n'a pas à justifier ce qui n'a pas existé. Il exige seulement que tu t'autorises à ne plus attendre quelque chose qui se définit déjà par son absence, non comme une résignation, mais comme une libération émotionnelle. Si au contraire sa réaction a été sincère, s'il est revenu avec une intention, avec des actes, avec de la vulnérabilité, alors la tâche est différente. Il ne s'agit pas de replonger aveuglément dans la relation. Il ne s'agit pas d'idéaliser son retour comme une preuve épique d'amour, mais d'observer, de ressentir, de voir si ses actes portent ce que ses mots laissent entendre, non pas comme une punition, mais par respect envers toi-même. Car même l'homme qui revient peut échouer, non parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il n'a pas encore accompli le travail intérieur nécessaire pour vraiment rester. Et toi, tu n'es pas là pour répéter des cercles. Tu es là pour reconstruire à partir d'un autre endroit. Un endroit où le silence n'est plus une menace, mais un outil. Où tu n'as plus peur de ce qui arrive lorsque tu cesses d'écrire la première. Parce que tu sais, celui qui veut rester trouve un chemin, et celui qui ne veut pas trouve une excuse. Peu importe sa réaction, la vraie question est, comment réagis-tu à cette vérité? Te renies-tu parce que tu n'as pas été réciproqué? Te trahis-tu par peur de le perdre encore? Ou tiens-tu, sans dureté, mais avec clarté, à ce que tu sais désormais que tu mérites? Se taire ne signifie pas disparaître. Se taire ne signifie pas non plus punir. Le silence, quand il vient d'une âme fatiguée de pousser, est un retour à toi-même. Il signifie cesser de frapper à des portes qui ne s'ouvrent pas. Il signifie lâcher la corde, non parce que tu t'en fiches, mais parce qu'il est trop douloureux de la tenir seule encore. Tu as assez vécu pour savoir. Tout ce qui commence avec espoir ne finit pas forcément avec réciprocité. Et cela ne fait pas de toi une naïve, cela fait de toi un être humain. Car l'amour, lorsqu'il naît du véritable désir de partage, n'est pas une stratégie, c'est un acte de dévouement. Mais le dévouement sans réponse devient avec le temps de l'épuisement. Et parfois, pour te retrouver, tu dois cesser de chercher l'autre. Précisément dans ce silence que tu craignais tant. Tu as découvert une vérité qui ne crie pas, mais qui pèse lourd. Celui qui veut rester, reste. Pas quand tu l'appelles, pas quand tu insistes. Il reste parce qu'il le ressent, parce qu'il le choisit, parce qu'il est prêt. Et si cela ne se produit pas, tu n'es pas obligé de devenir la mendiante émotionnelle de ce qui ne vient pas. Car l'amour n'est pas aveugle, il est clair. Il voit ce que l'autre ne donne pas, il voit ce qui fait mal, il voit ce qui ne change pas. Et même si ça fait mal, il apprend. Il apprend à lâcher prise sans drame, il apprend à reconnaître la valeur de l'absence comme outil de vérité. Il apprend à ne pas revenir au premier petit signe d'attention, parce que tu as compris que tout message n'est pas un pont. Parfois ce n'est qu'un panneau routier. Il t'indique où tu es, mais il ne te mène nulle part. Ce chemin que tu as parcouru n'est pas une formule, il n'y a pas de garantie, pas de manuel, mais il y a une certitude, tu as survécu à pire que ce silence.
Et si aujourd'hui tu es là, enfin à l'écoute de toi-même, c'est parce qu'une partie de toi s'est fatiguée de pousser là où il n'y avait pas d'écho. Et dans cette fatigue réside une sagesse. Peut-être ne sais-tu pas encore quoi faire. Peut-être attends-tu toujours une réponse qui ne vient pas. Peut-être interprètes-tu encore des gestes ambigus. C'est normal, personne ne guérit dans la précipitation. Mais une chose, tu peux te la promettre dès aujourd'hui. Tu ne te perdras plus jamais, juste pour ne perdre personne d'autre. Car le véritable amour ne se mesure pas à l'intensité avec laquelle tu insistes, mais à la manière dont tu te tiens, quand aucune réponse ne vient plus. Et dans cette façon de te tenir, même si tout en toi tremble, réside une dignité que personne ne peut enlever.